Hello, bienvenue dans mon tout premier épisode de podcast, La Fée Enragée. On va passer un petit moment ensemble et aujourd'hui j'ai envie de te parler des biais de confirmation et du biais d'autorité. Alors comme je te l'avais mis dans mes réseaux sociaux, ce podcast il a pour vocation d'être un peu plus incisif, d'être un petit peu plus dérangeant on va dire. Donc c'est vraiment fait pour que tu puisses avoir une autre grille de lecture, peut-être un peu plus hard, un peu plus trash. Mais voilà, c'est histoire d'avoir un peu plus de facettes parce que notre société a tendance à montrer que les aspects glow ou alors les aspects les plus dark. Donc voilà, c'est un peu histoire d'équilibrer les choses. Alors, première expérience que j'ai envie de te partager pour te montrer un peu l'influence qu'ont les biais cognitifs dans notre vie. Donc la première expérience que j'ai envie de te partager, c'est l'expérience de Milgram. M-I-L-G-R-A-M. Et l'expérience de Milgram, elle fait vraiment, vraiment froid dans le dos. C'est en fait ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus réceptif à une information qui vient de quelqu'un qui a une blouse blanche, ce qu'on appelle aussi un biais d'autorité. Donc si la personne qui te dit une information et qui t'ordonne de faire quelque chose, elle a une blouse blanche ou alors ce sont tes parents, un médecin, un psychologue, un psychiatre, tu vas avoir davantage finalement tendance à te soumettre, et elle est très importante, enfin, ce mot est très important, à te soumettre à ce qu'ils vont te dire. L'expérience de Milgram, elle s'est passée de la façon suivante. Il y avait 2 acteurs en place. Un acteur qui jouait le cobaye et un acteur qui jouait le scientifique, donc celui vraiment qui savait, et une autre personne, donc elle qui était vraiment le sujet de l'expérience, qui n'avait pas connaissance que les deux donc étaient acteurs, et cette personne devait en fait actionner un petit bouton pour donner des électrochocs au cobaye qui donnait alors une mauvaise réponse. Et c'était le scientifique du coup qui ordonnait cette mise en action du bouton. Ok, donc tu as 3 protagonistes, dont 2 acteurs, avec le sujet de l'expérience qui doit actionner un bouton. Au début de l'expérience, ce qui est important de savoir, c'est que on fait croire à l'objet de l'expérience qu'il aurait pu être tiré au sort en tant que cobaye. Donc ça veut dire que les deux sujets auraient pu être, entre guillemets, inversés entre le cobaye et lui qui va actionner le bouton. On lui envoie un choc électrique réel pour qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il va envoyer en actionnant le bouton. Bien évidemment, pendant la fausse expérience, le cobaye, qui est acteur, ne va pas recevoir de choc électrique. Normalement, on fait croire que c'est cette intensité-là qu'il va recevoir. Et au fur et à mesure de l'expérience, on lui explique que les voltages peuvent être augmentés jusqu'à 450, qui est le maximum de chez maximum. Et c'est là où l'expérience, elle fait vraiment froid dans le dos. C'est que si le professeur, donc la personne qui est censée actionner le bouton, il dit « j'ai envie d'arrêter l'expérience parce que le cobaye souffre beaucoup trop », en fait le scientifique doit lui dire, donc la figure d'autorité doit lui dire successivement « continuez s'il vous plaît ». Ensuite, l'expérience requiert que vous continuiez. Il est absolument essentiel que vous continuiez et, enfin, vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer. Ainsi, dans l'expérience initiale, les 26 actionneurs de boutons sur 40 vont jusqu'à la décharge électrique maximale de 450 volts par 3 fois.
Ça veut dire que il y a quand même plus de la moitié des personnes qui sont prêtes à mettre une décharge électrique maximale parce que quelqu'un en blouse blanche leur a dit que c'était essentiel. Et le petit truc what the fuck en plus, c'est que même si les actionneurs de boutons savaient qu'ils auraient pu être à la place du cobaye, il n'y en a aucun sur les 40 qui a demandé l'état de santé du cobaye. Donc c'est pour te montrer à quel point une figure d'autorité peut être dangereuse. Et là où je veux en venir, c'est vraiment essaye un maximum. Et je sais que c'est pas évident dans notre société, et moi la première, j'ai tendance à croire un peu les trucs quand ça vient de figures d'autorité. C'est de se demander, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que c'est bon pour les autres? C'est l'intérêt de qui est en jeu finalement dans telle ou telle action qu'on me demande de faire? C'est le genre de question que je me pose quand on me demande de prendre tel ou tel complément alimentaire ou que sais-je encore. Est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que c'est pas juste pour engraisser une industrie? Voilà, je te laisse libre de réfléchir là-dessus. Deuxième expérience, complètement what the fuck. C'est une expérience qui date un petit peu de 1970. On l'appelle l'expérience ou la leçon de Rosenhan. Donc c'est David Rosenhan, qui est un psychiatre, qui a voulu tester en fait la fiabilité des diagnostics psychiatriques. Et pour faire ça, il s'est dit, tiens, on va envoyer 8 sujets sains, donc qui a priori n'ont pas été diagnostiqués comme ayant des maladies mentales, 3 femmes et 5 hommes, dont lui-même, et il les a envoyés où? Se faire interner dans des hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Donc ils se sont fait interner un peu de façon aléatoire. Ils ne sont pas allés forcément dans des cliniques, les cliniques les plus huppées, mais ils n'ont pas été non plus dans des cliniques... ils ont été dans plusieurs cliniques et ça va de la clinique la plus huppée à la clinique la moins financée. Ils devaient feindre à leur internement des symptômes de schizophrénie, comme des hallucinations auditives. Mais une fois internés, ils devaient revenir de façon spontanée à un comportement tout à fait normal. Le but de l'expérience, c'était aussi de voir le temps de réaction des services médicaux pour se rendre compte qu'ils avaient finalement en face d'eux des sujets totalement sains d'esprit. Et ce temps, en fait, c'est jamais. Pour sortir, ils ont dû admettre, chacun des cobayes, qu'ils étaient schizophrènes et ils ont dû faire un serment de prendre des médicaments en dehors de leur séjour à l'hôpital auprès des autorités médicales. Donc des sujets sains, je te rappelle le truc, des sujets sains qui vont faire une expérience pour voir en fait le temps que mettent les autorités médicales à se rendre compte qu'ils ont un sujet sain, et en fait ça n'arrive jamais, mais en plus pour sortir ils doivent admettre qu'ils sont schizophrènes en rémission, entre guillemets, schizophrènes en rémission, et ils doivent signer un document comme quoi ils s'engagent à prendre les médicaments, donc des psychotropes, pour se soigner. Donc pour se soigner d'un truc qu'ils n'ont pas. La durée la plus courte d'internement, ça a été de 9 jours. Et la plus longue, ça a été de 52 jours.
Et là où ça devient encore plus intéressant et encore plus croustillant, tu vois, pour te montrer un peu l'effet du biais de confirmation, donc ici, dans un milieu psychiatrique, donc c'est les psychiatres et les internes en psychiatrie qui ont eu ce biais de confirmation, c'est-à-dire que les cobayes devaient prendre en fait des notes et observer le personnel médical. Donc rien de très grave finalement et rien d'anormal en fait, prendre des notes. Au contraire, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille du personnel médical et ils auraient dû se dire c'est quand même bizarre, voilà, qui nous disent que ce sont des personnes qui font une expérience et qui prennent des notes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le personnel médical, il a mis cette activité, donc prendre des notes, comme une caractéristique de leur trouble psychiatrique. Ils ont d'ailleurs qualifié ce comportement un comportement d'écriture psychotique. Je trouve ça magnifique. Pas dans le bon sens, mais voilà, je trouve que ça touche quand même un sommet de conneries quand même assez élevé. Et mes amis, cherry on the cake, ce sont les vrais patients internés qui ont soupçonné du coup l'étude, qui croyaient plutôt en cette étude, et qui ont démasqué, entre guillemets, les imposteurs. Du coup, ils sont allés le dire au personnel médical, et le personnel médical a interprété cette dénonciation finalement comme de la paranoïa psychotique. C'est magnifique. Là où ça va encore plus loin, c'est que dans les notes prises par les cobayes, il y a certains comportements de patients, de vrais patients, observés à la cafétéria, parce que du coup ils glissaient un peu les oreilles au niveau des conversations du personnel médical, et ils ont surpris une conversation lors de laquelle un interne disait qu'il s'agissait d'un comportement anormal, donc le fait d'être à la cafétéria et d'aller chercher son repas, parce que c'était un symptôme d'acquisition orale. Voilà où on en est. Alors, pourquoi je te parle aussi de ces biais de confirmation, de ce biais d'autorité ? Eh bien, c'est parce que j'ai des clientes. Et j'ai été dans ce cas-là aussi, qui me rapportent avoir eu un diagnostic et ou un traitement médicamenteux qui ne leur convient pas. Mais alors pas du tout. Et le problème, c'est que quand elles en parlent, on nie en bloc ce qu'elles vivent. On nie en bloc le fait que peut-être, il y a peut-être eu une erreur de casting, une erreur du coup de diagnostic. Et moralité, elles se retrouvent encore plus mal que ce qu'elles étaient au départ. Alors quand je dis on, c'est certains médecins, certains psys. Et je n'incrimine personne, je ne vais pas te dire d'arrêter d'aller voir un psy ou ton médecin, au contraire, continue d'y aller pour pouvoir être pris en charge, pour pouvoir surveiller ta santé. En revanche, là où je vais appuyer un peu, là où ça fait mal, c'est que faut que tu deviennes acteur et actrice de ta santé. Et ça passe aussi par ta santé mentale. C'est-à-dire que si tu vois que t'es pas écouté, qu'on prend pas en compte ce que tu dis, va demander d'autres avis. C'est hyper important. C'est hyper important parce que j'ai connu ça. J'ai connu le fait d'avoir un traitement médicamenteux qui ne me convenait pas. Et je suis passée quelque part par une belle porte parce que j'étais tellement mal que vraiment je voyais pas le bout du tunnel. Et finalement, moi j'ai tout stoppé parce que j'ai essayé plusieurs psys, plusieurs choses. Et j'ai tout stoppé et je me suis orientée moi vers les médecines, ce qu'on appelle les médecines complémentaires. Je te dis pas que ça va fonctionner pour toi. Donc continue d'aller voir la médecine allopathique, comme on l'appelle. Par contre, deviens vraiment acteur et actrice de ta santé. C'est hyper important. Ne laisse pas
quelqu'un d'autre diriger ta vie. Et surtout pas des gens en blouse blanche, qui ont, soit dit en passant, des intérêts aussi financiers à te filer des trucs. Ça, on oublie de le dire, hein. Pour reprendre justement ton pouvoir sur ta vie. Donc j'espère que ce premier épisode de podcast t'a plu, que ces petites expériences, ça t'a fait le même effet que moi, c'est-à-dire « What ?» On se fout de notre gueule, clairement. Mais du coup, c'est très bien en fait que ça existe en fait ce genre d'études, parce que tu te rends compte que finalement... alors je vais reprendre l'expression de Steve Jobs qui dit que le jour où vous vous rendez compte que le monde a été créé et dirigé par des gens bien moins intelligents que vous, votre perception change du tout au tout. Donc je vais te laisser avec cette citation pour te faire réfléchir si besoin est. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous!